Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de Rituel, mon nouveau court-métrage d'horreur que j'ai tourné avec les moyens du bord. On va voir ensemble toutes les étapes, l'idée initiale, le matos, comment j'ai éclairé mes scènes, des petites astuces de montage et les transitions sympas que j'ai utilisées. On va parler aussi un peu d'étalonnage avec The Answer et restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment j'ai fait pour passer de ça à ça sans trop me prendre la tête. Allez, on balance le générique et on est parti. Chaque année, depuis maintenant 2 ans, je réalise un petit court-métrage d'horreur et cette année, je vais donc vous parler de Rituel. Bon, si vous l'avez pas encore vu, vous mettez en pause cette vidéo, vous allez voir le court-métrage, je vous mets une fiche juste là et vous revenez juste après. La base pour faire un court-métrage, c'est d'avoir une idée avec un concept. Et quand on n'a pas trop de budget comme moi, la solution, c'est de créer et de baser son histoire sur les moyens qu'on a à disposition. Il faut mieux se limiter à un seul lieu, donc ici c'est le salon de mes parents, et aux personnes qui sont à disposition, donc Tess, mon père et moi-même. Tess et moi, on a imaginé le scénario à partir de ce qu'on avait à dispo et on est parti sur une idée simple. Suivre un couple avec leur petit rituel mignon à base de caresses et finir par le rendre malsain en remplaçant un des personnages par un autre personnage monstrueux. L'idée pour la mise en scène, c'était de commencer par introduire les personnages. Au début, on y découvre Mathieu et Elsa, et plus on avance, moins on distingue Elsa, plus elle est suggérée, et plus on va être focus avec Mathieu et sur ce petit rituel de massage. On avait l'idée, maintenant il fallait qu'on écrive le scénario. Et la petite nouveauté cette année, c'est que j'ai voulu intégrer des petits passages de dialogue. Clairement, c'est un pari risqué, parce que Tess et moi, on n'est pas acteurs, et acteur, c'est un métier. Mais bon, ce court-métrage, c'est aussi une expérimentation, donc j'ai décidé de quand même tenter le coup. Une fois que j'avais mon scénario, j'ai commencé à storyboarder sur Photoshop, mais bon, j'ai vite été découragé par mon niveau en dessin qui est franchement pas terrible. Je me suis plutôt orienté sur un storyboard photo, vu que j'avais le lieu de tournage à dispo. Et le gros avantage, c'est que ça m'a permis de choisir quel plan et quelle focale j'allais utiliser directement. Et j'ai ensuite assemblé tout le storyboard sur Milanote, et honnêtement, c'est super pratique parce que ça me permettait d'avoir toujours le storyboard à portée de main, soit sur mon téléphone, soit sur mon PC pendant le tournage. Bon, j'ai mon idée, j'ai mon scénario, j'ai mon storyboard, mais pour faire un court-métrage, il nous faut quand même un peu de matos vidéo. Alors j'ai dit que j'avais aucun budget pour réaliser ce court-métrage, mais bon, j'ai quand même un peu de matos vidéo, vu que je suis vidéaste, c'est mon métier, j'ai investi dans du matériel au fur et à mesure, mais clairement, vous pouvez réaliser un court-métrage avec beaucoup moins de matos que ça. Il y en a qui le font même avec un téléphone. Il y a même des films qui sont réalisés avec des téléphones. Par exemple, si on prend le nouveau film 28 ans plus tard de Danny Boyle, qui devrait sortir d'ailleurs en 2025, un bon film de zombies que j'ai hâte de voir, et celui-là, il était entièrement filmé avec l'iPhone 15 Pro Max. Tout ça pour dire que le matos c'est pas une excuse, on peut quand même tourner des films même si on en a très peu. Et comme le dit Orelsan, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Pour ce court-métrage, j'ai utilisé mon Sony A7 IV avec un 24-70 f2.8, un 70-180 f2.8 et j'ai aussi utilisé mon stabilisateur DJI RS4 pour certains plans. Pour la partie son, j'ai utilisé un Rode VideoMic Pro Plus avec un câble de rallonge, ce qui me permettait de le mettre un peu où je voulais pendant le tournage. Il y avait aussi la lumière, j'avais quelques lights à disposition mais je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo. J'ai chargé les batteries, j'ai formaté les cartes et on pouvait passer au tournage. Pour que ça soit pas trop chiant, on va seulement voir quelques passages sur lesquels j'ai 2-3 trucs à vous partager. Pour le premier plan, je voulais une arrivée dans la scène en travelling latéral en utilisant les éléments du premier plan pour découvrir la scène. Normalement, dans le monde du cinéma, on utilise un dolly, donc c'est une sorte de nacelle sur rail qui permet de faire le mouvement le plus smooth possible. On a possibilité d'en faire en DIY si on bricole un petit peu. Clairement, j'avais pas le temps, donc j'ai utilisé mon stabilisateur. C'est pas parfait, mais ça fait le taf. Côté son, j'avais envie de vous parler d'une erreur que j'ai faite et que j'aurais pu éviter, et ça a été de pas avoir mis mon micro sur perche. Par manque de temps et de perche à dispo, j'ai posé mon micro directement sur la table où je faisais mon acting pour certaines scènes. Et malheureusement, avec les mouvements de la table, ça a capté pas mal de sons parasites. J'ai quand même réussi à atténuer un peu ça en post-prod avec l'effet de Voice Isolation sur DaVinci Resolve, mais bon, c'est dommage. Ça prouve bien que chaque détail sur un tournage a son importance, surtout en matière de son. Par rapport aux scènes de dialogue, comme je l'ai dit plus tôt, Tess et moi on n'est pas acteurs, donc on a dû faire beaucoup de prises. Et pour avoir un maximum de flexibilité au montage, on a tourné les dialogues avec au moins 2 angles de caméra différents, comme ça je pouvais jouer avec le rythme. Pour faire simple, je shootais d'abord un plan master en plan plutôt large avec la scène en entier, et je retournais la même scène en plan plus serré sur un des personnages sans voir l'autre. Comme ce court-métrage il se concentre beaucoup sur ce rituel de massage, et je fais aussi beaucoup de plans focus sur les mains, ce qui fait que parfois les dialogues pouvaient être shootés jusqu'à 4 angles de caméra différents. Mais comment on fait si on n'a qu'une seule caméra? C'est simple, une fois qu'on a validé le master, on reproduit exactement les mêmes mouvements, les mêmes lignes de dialogue sur les autres angles de caméra. C'est un peu comme une chorégraphie au final. L'histoire de ce court-métrage se déroule sur 3 jours, donc il fallait 1. Prévoir 3 tenues, une pour chaque jour, et 2.
trouver des transitions pour que ça soit un peu plus fluide et plus original que faire une simple ellipse. Globalement, j'ai utilisé deux types de transitions. Le premier type, c'est une transition au noir en travelling de haut en bas. L'idée, c'est de raccorder deux plans en faisant exactement le même mouvement de caméra de haut en bas, ou inversement. Pour être plus smooth, on a réalisé ces plans avec le stabilisateur, mais pour faire simple, plan 1, on est parti de la tête du personnage pour finir sous la table en passant bien devant un endroit sombre de cette table. Pour le plan 2, on est parti du plafond sombre de ma cuisine pour finir par révéler le personnage le jour d'après. Ensuite, on n'a plus qu'à couper les plans dans son logiciel, ajouter un petit fondu enchaîné et on a notre transition. Le deuxième type de transition que j'ai utilisé sur ce court-métrage, ça va être deux transitions qu'on va appeler transition en match cut. Un match cut, c'est une transition qui peut être visuelle ou sonore, où deux plans distincts vont s'enchaîner de manière fluide grâce à un élément similaire. De ce fait, on peut retrouver des match cuts de couleurs, des match cuts de forme, ou des match cuts de mouvement. Pour Rituel, j'ai fait un premier match cut en reliant ces deux plans par des actions et des mouvements similaires. Pour ce faire, il n'y a qu'à tourner un premier plan dans une première ambiance en faisant une action, donc ici boire un café, et retourner le même plan avec une autre ambiance en faisant la même action. On n'a plus qu'à faire un cut dans l'action au bon moment et on a notre match cut. Sur le deuxième match cut, j'ai voulu partir sur un top shot pour varier un peu les perspectives. Bon, en réalité, c'est pas vraiment un plan en top shot, mais plutôt un plan en plongée, parce que j'avais que mon trépied à disposition. Pour ce deuxième match cut, la mécanique reste la même. On prend une première ambiance avec une action, et on la reproduit dans une autre ambiance en faisant la même action. On raccorde les deux, et on a notre match cut. On va maintenant parler de la partie lumière. Comment j'ai éclairé ce court-métrage? La lumière sur ce projet, ça a été un terrain d'expérimentation. Comme je le disais plus tôt, ce court-métrage, il se déroule sur 3 jours, avec 3 matins et 2 nuits. Donc il fallait que je puisse générer un éclairage de matin et un éclairage pour le soir. Pour les matins, la quasi-totalité des scènes est placée à un bureau situé devant une baie vitrée. Ça générait une première source de lumière, mais le problème c'est que le ciel gris nuageux, ça donnait une image assez fade et hivernale, alors que moi je voulais un look plutôt ensoleillé, type sunrise. On dit qu'en cinéma, il faut pas chercher à éclairer son personnage en premier, mais plutôt la pièce dans laquelle la scène se déroule, et là c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par allumer quelques lumières d'ambiance qu'on appelle practical light, parce qu'elles sont visibles à l'image. C'est tout ce qui va être lampe, lumière de la pièce, ou ça peut être une bougie ou du feu, enfin toutes les sources qui produisent de la lumière visible à l'écran. Ensuite, j'ai utilisé un projecteur 200 watts bicolore réglé sur une température de couleur de 2700 Kelvin que j'ai placé à l'extérieur pour simuler ce look sunrise. J'ai également placé un panneau LED à l'extérieur du côté de la fenêtre de la cuisine pour améliorer un peu le contre-champ sur les scènes où on voyait la cuisine. Clairement, ce panneau RGB, il est pas du tout assez puissant pour ça, il aurait fallu un projecteur 500 watts minimum, mais bon, j'ai fait avec les moyens du bord et c'était pour l'expérimentation. Pour donner un style un peu cinématique au court-métrage, je voulais créer un look un peu teal and orange. Donc pour ça, j'ai ajouté un autre panneau LED de couleur bleue à l'intérieur que j'ai orienté vers le plafond pour contraster un petit peu avec la couleur chaude du projecteur. Comme j'avais pas de softbox pour diffuser la lumière, je l'ai orienté vers le plafond pour utiliser le rebond afin de diffuser la lumière. Et ça permet d'éviter d'avoir une lumière trop brute et pas assez subtile sur son personnage et son environnement. Le problème quand tu tournes avec une partie de lumière naturelle, notamment avec la baie vitrée d'un autre cas, c'est que tu deviens vite dépendant des changements de lumière au fur et à mesure que la journée elle avance. C'est clairement un gros désavantage dans notre cas parce que l'hiver approchant, il fait presque nuit à 18h et la lumière diminue assez vite dans l'après-midi. J'ai donc dû ajuster l'intensité du projecteur pour rester dans un look similaire d'un plan à l'autre. Et malgré ça, on a fini par tourner la dernière scène qui devait se dérouler en matinée en pleine nuit. Maintenant, pour ce qui est de l'ambiance du soir, j'ai placé un panneau RGB réglé sur une couleur cyan dans la cuisine pour encore une fois contraster avec la couleur chaude des practical lights. Ensuite, j'ai rentré le projecteur 200 watts à l'intérieur et je lui ai mis une softbox. Je l'ai réglé sur à peu près une température de couleur de 3000 Kelvin pour matcher avec la couleur des practical lights. Sur la scène du dernier soir, j'ai carrément coupé quelques practical lights pour justement créer une ambiance complètement de nuit parce qu'en fait c'était trop lumineux, on voyait un peu trop le monstre et ça créait pas cette peur au final. Pour cette séquence, j'ai utilisé un panneau RGB réglé sur une couleur orange pour simuler la lumière extérieure d'un lampadaire. Bon, qu'on soit clair, c'est pas un éclairage réaliste, il y a du bleu, il y a du orange, c'est clairement un choix esthétique. Oh, courant qui a sauté ou je rêve? Et un plan sur trépied qui nécessitait un mouvement de caméra en partant des mains d'Elsa pour finir sur le visage de Mathieu. Comme moi et Tess on devait jouer, on a gentiment demandé à ma sœur si elle voulait bien nous filer un coup de main. Après quelques essais, elle a réussi à rentrer ce plan, donc comme quoi, avec de la patience et de la pédagogie, n'importe qui peut filer un coup de main pour un court-métrage. Bon, restons dans la famille, c'est mon père qui a accepté de jouer le monstre dans le court-métrage de cette année. Comme il n'est pas acteur et qu'il est déjà bien gentil de participer, je voulais faire les prises en peu de temps, quitte à bousculer l'ordre du tournage. Dès qu'il a été dispo, on a tourné tous les plans où il apparaissait et on a pu finir
tranquillement ensuite de tourner les derniers plans. Pour le côté effrayant du personnage, il y a Tess qui a proposé à mon père de faire un bruit de mastication assez dérangeant. C'est clairement une ref à Hannibal Lecter et ça marche plutôt bien. Une fois le court-métrage dans la boîte, on peut passer à la partie de post-production. En général, dans la post-production, on a le dérush, on va avoir le montage, l'étalonnage et le mixage, mais pour cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur l'étalonnage et le sound design. Je vous conseille de rester bien jusqu'à la fin, parce qu'on va voir la partie effets spéciaux avec le monstre. Pour la partie étalonnage, j'ai été contacté par The Answer pour tester leur plugin, donc j'ai décidé d'essayer ça et d'étalonner le court-métrage avec. The Answer, c'est un plugin qui est conçu pour des logiciels de montage et d'étalo comme DaVinci Resolve, Final Cut ou Premiere Pro, et qui a pour but de donner un look cinématographique à ces images. Pour faire simple, The Answer propose une simulation numérique de pellicule pour reproduire l'apparence classique des films argentiques qui sont tournés eux sur pellicule. En photo argentique ou dans le cinéma analogique, les images elles sont capturées sur des pellicules et en fonction de la pellicule qu'on choisit et de la manière dont on va développer cette pellicule là, on va avoir des caractéristiques qui vont être figées dans ces images, donc ça va donner un look particulier. Et du coup, ce qui est cool avec The Answer, c'est que la simulation de pellicule, ça va permettre de transformer des vidéos modernes numériques qui sont souvent trop propres en vidéos avec plus de caractère et plus de profondeur. C'est le plugin parfait pour donner un aspect vintage et cinématique à ces images et c'est aussi un plugin qui est pratique pour reprendre le cachet ou la patte d'un film classique spécifique. Il suffit de se rendre sur un site comme IMDb et de rechercher dans les caractéristiques techniques quelle pellicule et quel print ont été utilisés pour un film qui nous plaît et juste à les sélectionner dans The Answer et on peut avoir une base de travail similaire. Dans la page d'étalo, on se rend sur la page section d'effets dans DaVinci et on sélectionne The Answer qu'on ajoute dans un nouveau nœud. J'ai pris un plan du court-métrage pour l'exemple et on va voir rapidement chaque module que propose le plugin The Answer. Déjà, premier truc, je vais maintenir Option sur Mac ou Alt sur PC en cliquant sur une des flèches, ça va me permettre de fermer tous les modules et pas être submergé par toutes les informations. Ensuite, je descends tout en bas et je vais ouvrir le module Options et je vais cliquer sur Disable All Tools, ça me permettra justement d'avoir tous les effets désactivés. Dans Input, on peut configurer son espace colorimétrique et définir le profil d'entrée pour son image. Le module Film, ça permet d'appliquer un look de pellicule spécifique, ça simule les caractéristiques de la pellicule argentique utilisée pour capturer une image, par exemple Kodak Portra ou Fujifilm Provia. C'est la matière première qui détermine le rendu initial de l'image. Le film profile, c'est votre base pour donner à une image numérique le look et la texture d'un film argentique. On va tout de suite passer au module Print, ça simule en fait le rendu des tirages photos ou des imprimantes cinématographiques comme Kodak ou Fuji. En fait, le print, ça simule le rendu de tirage photographique ou l'étalonnage final qui a été imprimé sur du papier ou sur la copie d'un film projeté. C'est un peu l'étape finale qui transforme l'image capturée en produit fini. Moi j'aime bien le style du print Kodak 2383, donc on va prendre celui-là. Pour l'émulation, on va choisir le profil Kodak Ektachrome E100 parce que c'est un profil que j'aimais bien et on va jouer un petit peu avec le bouton Push-Pull pour modifier un petit peu à la fois le contraste, la saturation, ça dépend des profils. Pour le module Film Developer, ça permet d'ajuster le développement chimique de la pellicule, donc comme le contraste ou la réponse tonale. Film Compression, ça permet d'adoucir les hautes lumières et de préserver des détails dans les ombres. Module Expand, je trouve c'est vraiment cool, ça permet de contrôler son niveau de noir et son niveau de blanc. C'est vraiment cool pour contraster correctement son image. Color Head, ça permet d'ajuster les couleurs avec les tons rouge, vert et bleu. Film Grain, comme son nom l'indique, ça permet d'ajouter du grain, donc reproduire le grain qui était spécifique à des pellicules analogiques. Le module Halation, ça permet de créer cette lueur rougeâtre dans les hautes lumières, ça fait un style vraiment très sympa, je l'utilise beaucoup celui-là. Bloom, ça permet d'ajouter une diffusion lumineuse qui est vraiment très sympa, ça donne un petit peu un effet plus doux, onirique presque. Film Damage, ça permet de simuler les défauts qui pourraient être présents sur une pellicule ancienne, comme lors des rayures ou de la poussière. Le module Film Breath, il permet de faire varier légèrement la couleur ou l'exposition entre les frames pour avoir un rendu plus organique. Gatewave, ça permet d'ajouter un petit mouvement subtil, ça reproduit un peu les vibrations qu'il y avait dans les projecteurs analogiques à l'époque. Overscan, ça permet d'ajouter un peu les bords de la pellicule, ça révèle un peu les bords de pellicule, il y a différents formats, tout ça, c'est plutôt sympa pour donner un petit look à utiliser avec parcimonie, mais c'est cool. Vignette, ça permet d'assombrir ou d'éclaircir les bords d'une image, généralement pour qu'on se focus plus sur le centre de l'image, le sujet. Le module Monitor, ça permet de faire apparaître des outils comme les False Color pour voir si on est bien exposé, ou le Clipping Indicator qui permet de voir si on n'est pas cramé dans les hautes lumières ou bouché dans les noirs. Output, ça permet de gérer l'intensité générale de tous les effets activés sur The Answer. Le Generator, j'ai pas testé, mais on peut apparemment créer ses propres LUT exportés à partir de The Answer. Et dernier module, donc option, ça permet de tout simplement checker ces informations par rapport à sa licence, de vérifier qu'on a tous les profils de caméra, de pellicule qui sont à jour, ou encore faire comme tout à l'heure, désactiver tous les effets. On peut vraiment avoir un rendu plutôt cool en bidouillant avec tous les modules de The Answer, et c'est ça qui est vraiment agréable.
Là je vous ai montré sur un seul nœud, mais personnellement j'intègre de-enhancer dans mon workflow d'étalonnage de manière un peu différente. Bon, c'est encore en phase de test, mais dans mon arbre à nœuds hors groupe, j'aime bien ajouter un nœud de-enhancer avec le film emulation, le print et le expand. Ça me permet de pouvoir contrôler individuellement sur chaque plan mon niveau de noir et de blanc. Et je garde tout ce qui est effet de-enhancer, donc halation, bloom, etc. dans le groupe post-clip. Comme ça me permet de gérer mes effets sur tous les plans du groupe et pas devoir gérer indépendamment chaque plan avec chaque effet. Je remercie de-enhancer pour la collaboration, et si vous êtes intéressé par le plugin, vous pouvez utiliser le code LODLC, ça vous donnera 10% de réduction sur le plugin de-enhancer de votre choix. Donc merci à ceux qui utiliseront le code, ça permet de me soutenir et de soutenir directement la chaîne. Dans une vidéo, il y a certes l'image, mais vous le savez, le plus important, c'est d'avoir un bon son et un bon habillage sonore. J'ai trouvé toutes mes musiques sur Artlist dans un style plutôt électro-horrifique, et aussi tous les sound design que j'ai utilisés pour ce court-métrage. J'ai intégré ça dans DaVinci, et comme je voulais par moment qu'on entende la musique comme si on était extérieur à la scène, j'ai appliqué un EQ dans lequel j'ai coupé toutes les basses fréquences pour laisser passer que les hautes fréquences, et on appelle ça d'ailleurs un filtre passe haut. A l'inverse, quand je voulais qu'on soit avec le personnage, j'ai mis ça dans une autre piste sans la filtrer. Pour faire la transition, quand je souhaitais changer d'ambiance sonore, j'ai plusieurs fois utilisé une technique qui consiste à copier l'endroit où on veut que la musique se termine dans une nouvelle piste et d'y rajouter un effet de reverb. Ça permet de terminer n'importe quelle musique de manière plus subtile et plus fluide que simplement la couper nette. Et grâce à ça, on peut couper une musique à peu près n'importe où de manière fluide, ce qui est plutôt cool. Je vous passe tous les détails, mais j'ai aussi rajouté pas mal d'éléments sonores pour habiller un peu plus le court-métrage. Par exemple des whoosh, des drones, des cordes pour ajouter un peu plus de tension, ou par exemple des craquements d'os pour rendre le monstre encore plus bizarre et monstre tout simplement. J'ai aussi ajouté des bruits de couverts pour faire comprendre de manière plus suggérée que le monstre est en train de prendre un couteau dans la cuisine. Bon, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est comment j'ai eu la flemme cette année de faire des VFX pour mon monstre. Je voulais quand même avoir un résultat sympa visuellement, donc avec quelques masques dans la page color, j'ai pu avoir ce rendu. J'ai tracé un masque sur chaque œil du monstre en adoucissant les contours pour que la démarcation soit plus discrète. J'ai réduit l'exposition pour avoir les yeux noirs, et j'ai traqué les masques pour qu'ils suivent le mouvement des yeux. J'ai bidouillé un peu l'étalonnage en jouant avec le contraste et la saturation. Bon, ça pourrait être plus poussé, mais le rendu est quand même plutôt sympa. Bon voilà, vous savez tout sur Rituel. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de format un peu BTS. Je suis en train de penser à réaliser un autre BTS, mais plus sur une vidéo corpo pour un client. Donc dites-moi en commentair si ça vous intéresserait. Je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, parce qu'il y a quand même 95% de mon audience qui est non abonnée, et vous pouvez regarder une autre vidéo en cliquant juste quelque part là, ou là, je sais plus. Tchuss!